Notre invité ce soir, Adrien Quatennens, merci. Vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, numéro 2 un peu de Jean-Luc Mélenchon, voilà, c'est clair. On va revenir sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, le climat de cette pré-campagne et l'actualité marquée par les questions de l'immigration, mais aussi par les questions de pouvoir d'achat, absolument. Vous vous dites, Sandrine Rousseau, venez avec nous, rejoignez-nous. Je me dis surtout que c'est le lot commun des primaires et de ce mode particulier de désignation d'un candidat. Et je suis plutôt satisfait de voir que nous, on n'a pas cette ambiance, on n'a pas ce problème, parce qu'on a décidé collectivement d'une candidature et qu'on fait bloc autour de ce candidat et de ce programme. Oui, mais néanmoins, la décision a été collective, elle a été prise en pesant bien politiquement l'intérêt et la situation. Bon, cette primaire, désormais, elle est derrière nous. C'est clair que Sandrine Rousseau était en dynamique. Je pense qu'elle a raison de le dire. Vous l'avez vu, vous avez vous-même animé un des débats, les deux débats d'ailleurs, mais le débat de second tour. Et je pense que les deux débats de second tour l'a donné en dynamique. Je crois d'ailleurs que Yannick Jadot, effectivement, a une victoire. Il gagne sa primaire. Moi, je l'en félicite, mais c'est une victoire qui est très courte. Et qui donc nécessairement fait que... C'est une victoire ou pas? Attendez, qu'on se dise. Mais bien sûr. Vous vous souvenez qu'on s'est rappelé, quand on a écouté Sandrine Rousseau, de Nicolas Sarkozy en 2012 qui a dit il m'a manqué du temps, j'aurais pu gagner. Et aussi Jean-Luc Mélenchon qui a dit il me manquait 600 000 voix et j'aurais pu gagner. C'était pas une primaire. Non, mais je parle des élections, d'accord. Les primaires, c'est une élection. Les primaires, par définition, sont toujours un piège. Toutes les expériences récentes qu'on a des primaires montrent que ça se passe toujours de cette manière. Mais moi, voyez, j'espère qu'on ne va pas y passer trop de temps. Je ne voudrais pas que cette élection présidentielle soit uniquement dans le registre du casting et de la course aux petits chevaux. Il faut parler de fond, en vérité. On va y arriver, on a tout le temps. Et de ce qui sort politiquement, d'ailleurs, de la victoire de Yannick Jadot. Et de ce que dit Sandrine Rousseau, un nouveau mouvement est né, une autre façon de faire de la politique. Est-ce que vous vous dites qu'elle pourrait lancer son mouvement ou franchement qu'elle pourrait vous rejoindre? Écoutez-la, parce qu'elle dit qu'il faut ouvrir tout le dialogue à la gauche jusqu'à la France Insoumise. Oui, il nous faut discuter avec les partenaires de gauche. Bien sûr, c'est ce que j'ai toujours porté. Mais pas juste un bout de l'arc. Tout l'arc. Parce que... Ça veut dire quoi, tout l'arc? Tout l'arc, ça veut dire du PS à LFI sans exclusive. Vous êtes d'accord? Sur les exclusives et les programmes, il faut regarder. En tout cas, c'est clair que dans cette primaire et dans ce second tour, nous, on l'a toujours dit, on s'est tenu à distance pour pas influer sur le résultat, parce que certains disaient oula, les insoumis vont s'inscrire dans la primaire des écologistes pour venir influer. Non, nous, on est resté à distance de ça. Ça ne nous regarde pas, c'est d'abord leur affaire. Simplement, c'est clair, les deux écologies, entre guillemets, qui s'affrontaient idéologiquement dans le débat de second tour, on a toujours dit qu'on était plus proche, en effet, de ce qu'incarnait Sandrine Rousseau. Maintenant, peut-être qu'on peut du coup parler de fond. C'est qu'en réalité, on a une situation qui ne nous permet pas de faire une écologie que moi je qualifierais d'accommodement, d'accompagnement. On a besoin, oui, d'une écologie de rupture pour la raison que la situation est telle, nous sommes devant un tel défi avec le changement climatique que ce que l'on aurait pu faire en 30 ans, tranquillement, en organisant les choses, va devoir se faire vite et fort. C'est en cela qu'on parle de rupture. Et c'est pour ça qu'avec Jean-Luc Mélenchon, nous portons la planification écologique. Ça veut dire faire bifurquer tout notre modèle économique avec un grand défi. Ne pas prendre à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. C'est votre pacte vert. Et ce que ça veut dire surtout, c'est que, imaginez bien, c'est un défi technique. Donc c'est mettre les entreprises pour dire voilà quel but fixe l'État, voilà où nous devons aller, et il faut faire la transition énergétique, ça veut dire faire la transition de notre modèle agricole, l'économie de la mer, aller vers 100% d'énergie renouvelable, même si personne ne dit, Ruth Krief, qu'on va en un claquement de doigts le faire, mais en tout cas il faut s'y mettre tout de suite maintenant, parce que comme Jean-Luc Mélenchon a eu l'occasion de le dire encore récemment, la parole scientifique nous dit ce qui nous attend. On a en 2050 la certitude que l'eau va monter, qu'il va donc y avoir des conséquences. Et juste d'un mot, le dernier rapport du GIEC qui nous indique que d'ici 2100, c'est plus 2,7 degrés. C'est un échec cuisant. J'ai vu que M. Macron disait ce scénario est catastrophique. Je voudrais quand même préciser au passage qu'il a contribué à son écriture. Et que ce quinquennat, ces 5 ans qui viennent de se dérouler, c'est en quelque sorte 5 ans de perdus. Où M. Macron a plastronné devant des fonds de scène verts pour faire croire qu'il était écolo, a convoqué une assemblée citoyenne, une convention citoyenne dont il a bafoué l'essentiel des propositions. Qui sont reprises dans la les loi plus structurantes ne le sont pas, vous le savez, Ruth Krief. Et d'ailleurs, c'est ce quinquennat qui a vu l'État condamné en justice pour inaction climatique. Donc désormais, en effet, il y a un choix. Et il y a une écologie d'accompagnement du système, une écologie de rupture, et puis surtout, je veux quand même le dire, et c'est pas une mince affaire. Attendez, laissez-moi en placer une, s'il vous plaît. Et je voudrais essayer peut-être de décoder pour les gens qui nous écoutent que quand vous dites ça, vous dites aux électeurs de Sandrine Rousseau, elle a perdu,
c'est pas elle la candidate, donc venez vite avec nous. Enfin, soyons clairs, quoi. Mais vous leur dites, votez pour nous. Vous lui tendez la main à elle et à ses électeurs. Ça leur appartient et à eux de regarder sur la base des programmes et de ce à quoi ils croient. Mais moi, mon adresse, elle est bien au-delà des personnes qui ont voté, des 50 000 personnes qui ont voté pour Sandrine Rousseau. C'est bien au-delà de ça. Ce que je dis, c'est qu'en quelque sorte, nous avons besoin, oui, maintenant, de faire la planification écologique et que par ailleurs, 2022, je le dis aussi, Ruth Krief, parce qu'on voit dans le paysage politique aujourd'hui un amoncellement de candidatures. Moi, je considère qu'il n'y a jamais trop de démocratie. Ce n'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de candidats qui soit un problème. Mais il faut que les électeurs, eux, par contre, même s'il y a beaucoup de candidats, sachent se regrouper. Or, aujourd'hui, que voit-on ? Vous allez sans doute en parler après, mais c'est qu'avec Jean-Luc Mélenchon, le second tour est à portée de main. En 2022, Ruth Krief, il ne s'agit pas de témoigner, d'acheter son ticket pour le coup d'après. Je crois que l'une des difficultés que nous avons d'ailleurs à gauche, c'est que je pense que beaucoup de candidats pensent sincèrement que 2022 est perdu et pensent déjà au coup d'après. Mais dès lors, on ne fait pas la même chose. Parce que nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'en 2022, avec Jean-Luc Mélenchon, nous pouvons gagner. Certes, notre sort est scellé au vote, à la participation populaire. Plus il y aura de la participation, plus on a les chances d'y arriver. Mais nous n'avons pas renoncé, au contraire, à gagner en 2022. Nous pensons que nous pouvons gouverner ce pays dès 2022. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il est passé effectivement de 11 à 13 dans les derniers sondages. Et donc, il a progressé depuis le débat qu'il a fait avec Éric Zemmour. Et donc, vous en déduisez qu'il peut encore continuer. Dans la campagne de 2017, il avait grimpé progressivement, en effet. Donc, vous espérez qu'il peut continuer. Et vous dites ce soir, Jean-Luc Mélenchon peut arriver au second tour. Il est le mieux placé à gauche et il reste le mieux placé à gauche. Donc, les autres n'ont pas beaucoup de chance. C'est ça que ça veut dire ? Mais ça me paraît... Et donc, regroupez-vous derrière Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, je dis à toutes celles et ceux qui pensent que, nous avons une urgence institutionnelle à gérer, qu'il faut en finir avec cette monarchie présidentielle qui s'est exacerbée pendant le quinquennat de M. Macron en passant la 6ème République. À ceux qui voient que l'urgence, c'est la question sociale, qui est trop souvent évacuée des débats. Je veux dire, le quinquennat de M. Macron, je le résume en 2 lignes, Ruth Krief. Quand il est arrivé au pouvoir, les 500 familles les plus riches de France possédaient un patrimoine de 570 milliards. Ce patrimoine a doublé et sur la même période, on a 3 millions de pauvres en plus en France. Fermez le banc, c'est le bilan de M. Macron. Ceux qui pensent que la question sociale, le retour à l'emploi est prioritaire, ceux qui pensent qu'on doit faire en effet la planification écologique, mettre toute notre économie au service de ce grand défi, ceux qui pensent que la France a besoin d'être indépendante sur la scène géopolitique pour la paix, ceux-là ont un candidat qui aujourd'hui propose d'en finir avec cette continuité qui est terrible. Vous avez retrouvé l'espoir, là, ça y est, c'est reparti, alors que c'était pas facile. Et est-ce que vous dites merci Éric Zemmour, merci au débat ? Non. Ah bah si, quand même, pas du tout. parce que c'est juste après. Non. Et peut-être que les deux hommes se sont fait la courte échelle dans ce débat. Je ne remercierai pas un potentiel candidat qui a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de racisme, qui ce soir encore était sur le podcast du journal Valeurs Actuelles, qui vient d'être condamné aujourd'hui pour injure raciste envers ma collègue Danielle Obono, qui fait des contre-vérités historiques. Oui, non, ce que je veux dire en revanche, c'est que... Sauf que c'est après le débat, et c'est le fait que le débat avec Éric Zemmour a donné ce résultat dans le sondage. Il faudra voir si c'est confirmé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, du coup, je me dis, mais si vous dites qu'à 13% dans un sondage, Jean-Luc Mélenchon peut arriver au deuxième tour, ça veut dire que pour vous, Éric Zemmour, avec 13% dans un sondage, peut arriver au deuxième tour ? Eh bien, tout est possible, dès lors que le jeu se réouvre à ce niveau-là. Mais Ruth Krief, un instant, la tâche prioritaire de Jean-Luc Mélenchon dans ce débat face à Éric Zemmour, outre que bien sûr le fait, la cerise sur le gâteau, disons, qui est apparu ce jeudi soir dernier, c'est que qui d'autre à gauche, dans l'espace politique de la gauche, aurait pu faire avec autant de brio cette confrontation d'idées que Jean-Luc Mélenchon a assurée, pour en quelque sorte allumer la lumière et dire ce qu'est la fonction historique de M. Zemmour ou de Mme Le Pen dans la période. Oui, mais là, encore une fois, vous ramenez, si vous voulez, la discussion à la question des courbes, etc. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une tâche historique dans la période. C'est que vous avez des gens, en effet, qui, parce qu'ils souffrent, cherchent une réponse politique et sont parfois un peu égarés. Et vous avez des gens comme M. Zemmour ou Mme Le Pen qui maintenant de nouveau reparlent comme son papa et essayent de lui courir après, qui en quelque sorte viennent fantasmer l'idée de la France qui n'est pas ce qu'elle est. M. Zemmour ne défend pas la France. La France, ça n'est pas une vision ethniciste. La France, c'est la République qui fonde la nation. C'est liberté, égalité, fraternité. Et je vais vous dire, Ruth Krief... Il n'est pas républicain pour vous, Éric Zemmour. Évidemment que je ne crois pas qu'il est républicain. Il n'incarne pas la République. Ce que je veux dire surtout, c'est que tous les grands défis qui nous font face, Ruth Krief, notamment on a parlé à l'instant du changement climatique, ces défis-là,
vont en quelque sorte, à mon avis, reléguer très rapidement les obsessions de M. Zemmour et de Mme Le Pen, parce que ça nous rappelle à notre humanité collective. Nous avons un grand défi qui dépasse nos couleurs de peau, nos appartenances religieuses, etc., etc. Juste un mot quand même là-dessus, parce que je voudrais l'évacuer et on va parler de social. Et M. Macron, d'un mot, M. Macron a beaucoup aidé M. Zemmour, parce que ça n'a pas beaucoup été dit. Mais combien de ministres... Il n'a pas encore débattu avec lui, alors qu'il n'est pas candidat, alors que Jean-Luc Mélenchon est candidat, il a débattu avec lui. Combien de ministres de M. Macron sont allés défiler à domicile sur la chaîne où M. Zemmour avait son rond de serviette tous les soirs pendant toute la période qui précédait l'ambiguïté autour de sa candidature. Attendez, c'est un peu culotté quand même, parce que Jean-Luc Mélenchon, candidat, est allé débattre avec un non-candidat. Mais pourquoi, Rutel Krief ? Parce que personne de sérieux n'a apporté la contradiction à M. Zemmour. Il y a des journalistes qui font leur travail, je vous rassure. Voilà. Il y a des journalistes qui travaillent. Mais juste un mot, parce qu'on va passer là-dessus, mais rapidement. Éric Zemmour, quand il fait ce score, et parce qu'il parle d'immigration et d'islam, vous vous dites pas aussi que vos électeurs, dans les couches populaires, elles ne pensent pas du tout à cela, ou ça n'existe pas cette question, sincèrement. Quelle question précisément ? Éventuellement la question de la façon dont il la pose, mais elle peut être posée autrement. Lui, il dit il y a trop d'immigration, et puis l'islamisme ou le communautarisme ou l'islam n'est pas compatible. Je ne veux pas reprendre ces termes parce que ce n'est pas les miens et c'est même pas de loin. Mais ces questions-là, les couches populaires qui sont parmi vos électeurs, ils ne se les posent pas ? Ils ne les vivent pas au quotidien ou d'une façon ou d'une autre ? Évidemment qu'elles se posent ce genre de questions, et d'autant plus quand vous avez ce type de personnage qui apparaît sur la scène. Non, mais sans même qu'ils le disent eux-mêmes. Non, mais écoutez, faut remettre de la raison en fait dans ce débat. C'est-à-dire, moi je suis très à l'aise pour qu'on parle d'immigration, Rutel Krief, en vous disant que la France est un pays qui par son passé d'ailleurs a été un pays d'immigration, que le taux d'immigration aujourd'hui dans notre pays il est bien plus faible qu'il ne le fut dans les années 60 ou dans les années 30. Donc juste quelques chiffres quand même qui permettent de mettre d'injecter de la raison dans ce débat. Monsieur Zemmour parle beaucoup de grands remplacements, il l'a fait encore ce soir. Moi j'ai regardé les chiffres d'assez près. Si vous prenez tous les immigrés de la première génération, maghrébins et africains, que vous y ajoutez leurs enfants et leurs petits-enfants, ça représente aujourd'hui 12% de la population française. Et selon le démographe Hervé Lebras, ce sera en 2100 seulement 22%. Donc il n'y a pas de grand remplacement. Le taux de fécondité des femmes françaises descendant d'immigrés est absolument le même que les femmes françaises qui n'ont pas de parents immigrés. Enfin, sur les 275 000 entrées que nous avons eues en 2019, ce qui est d'ailleurs bien moins que dans les années précédentes. Il y avait notamment, dans la période 2015-2016, plus de flux en réalité. Non, il y a toujours eu autour de 200 000, et là on est à 275 000. Alors, vous avez un tiers de ces gens-là qui sont des étudiants, et vous avez la moitié de ces gens-là qui repartent dans les 2 ans. Et 60% des migrants entrés en France en 2019 n'étaient ni maghrébins ni africains. Alors, ce sont les chiffres d'Hervé Lebras que d'autres contestent, mais ce que je veux vous dire par ailleurs, Rutel Krief, c'est que les mouvements de population font partie de l'histoire de l'humanité. Et que quand je vois aujourd'hui que Mme Le Pen propose un référendum sur l'immigration, qui est une sorte de gadget pour participer justement à la course aux petits chevaux avec M. Zemmour. Moi, j'ai envie d'interroger M. Zemmour, Mme Le Pen, sur le fait que, par exemple, de manière très sérieuse, des scientifiques nous disent si on ne fait rien sur le changement climatique, alors qu'aujourd'hui, on a à peu près à travers le monde 70 millions de personnes qui sont concernées par des mouvements de population forcés, soit par le climat, soit par la guerre, comme par exemple le fiasco qu'on a en Afghanistan, soit par les accords commerciaux inégaux, et j'attire votre attention sur le fait que certains votes au Parlement européen de Mme Le Pen étaient plutôt favorables, ou en tout cas qu'elle était absente aux moments cruciaux. Il y a des causes au mouvement de population. Et on sait que d'ici 2050, si on ne fait rien, ce ne sont plus 70 millions, mais 250 millions de personnes qui vont être contraints et forcés à se déplacer. Donc attaquons-nous aux causes, et notamment climatiques, nous avons pour deux ne choses pas à avoir faire. des réfugiés. Nous avons 2 choses à faire. Nous attaquer en effet aux causes, car je le crois, la plupart des gens migrer, se déplacer est souvent une souffrance. Vous êtes arraché à votre famille, à votre terre, etc. Donc les gens aspirent d'abord à vivre correctement au pays. Or aujourd'hui, on voit bien, et souvent d'ailleurs nous y contribuons, par nos politiques commerciales, par la géopolitique, à ces mouvements de population et par notre inaction climatique, je l'ai dit. Juste donc un mot quand traitons ces même. causes Juste et ensuite, un mot. juste un mot parce que et ensuite traiter les gens humainement. Bien sûr. Parce que Rutel Krief, depuis le début des années 2000, c'est 35 000 personnes qui sont mortes ou portées disparues en mer Méditerranée, dont des enfants. Donc à un moment donné, c'est juste remettre un peu de raison. Et je prends les Français qui nous écoutent à cette heure à témoin. Pardon de vous dire que ce ne sont pas les migrants dans ce pays qui ont fermé les usines, qui ont fait que vous avez des difficultés à l'emploi, qui ont fait que le partage des richesses est celui-ci. Une petite question sur le sentiment de l'impuissance de l'État avec la décision hier du gouvernement, mais Christophe Castaner nous expliquait qu'il l'avait déjà fait quand il était ministre de l'Intérieur avec les Albanais, les Géorgiens, la volonté de réduire les visas de ceux qui veulent venir du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie
parce que ces 3 pays n'acceptent pas ou très peu de retour de leur des personnes. Les visas consulaires. Avec de retour d'un certain nombre de personnes qui sont expulsées de France pour des raisons de délinquance, de radicalité, de radicalisation. Donc les chiffres, ils sont là. En gros, obligation de quitter le territoire français, 7 731 pour l'Algérie et 31 laissez-passer consulaires accordés. Et donc, on réduit les visas. Voilà la réaction du gouvernement. Est-ce que là-dessus, vous vous dites... On comprend que des gens aient le sentiment de l'impuissance de l'État et qu'on n'arrive pas à appliquer un certain nombre de règles de vie commune, les règles, la loi, quoi. Mais encore une fois, dans ce dossier, il y a de la confusion, je veux vous le dire, Ruth Krief. Parce qu'en quelque sorte, que fait le gouvernement en décidant? Parce qu'en effet... Vous n'approuvez pas. Mais non, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il ne faut pas réagir. Si, réagir, si, mais pas de cette manière-là. Pourquoi est-ce que ce serait aux personnes qui, depuis le Maghreb, demandent des visas, d'avoir à payer le prix des échecs de la diplomatie française? Parce qu'en fait, de quoi on parle? Il ne faut pas confondre d'un côté les obligations de quitter le territoire français, dont en effet, parce qu'il n'y a pas assez de distribution de visas consulaires, on n'arrive pas à les faire toutes. Mais non, c'est parce que ces pays-là ne veulent pas. Non, mais d'accord, mais il n'y a pas de rapport entre les gens qu'on devrait, entre guillemets, faire repartir et les gens qui veulent rentrer. Si on veut en effet avoir un rapport de force diplomatique avec ces pays, on peut par exemple envisager des sanctions économiques ou avoir d'autres moyens diplomatiques, mais... Enfin, songez juste que donc les gens... ça vous paraît logique d'avoir d'avoir une forme de bras de fer? Écoutez, moi j'interroge surtout l'efficacité de notre diplomatie. J'ai vu que M. Darmanin, quand il était allé au Maghreb, était revenu tout plastronnant en disant qu'il avait trouvé un accord, etc. Bon, première chose. Mais juste, comprenez, pourquoi est-ce que les gens qui demandent des visas... Vous savez, demander un visa, ça répond à des règles de droit. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on arrive comme ça, comme on veut. Non, c'est soit parce que c'est le travail, soit parce qu'il y a un regroupement familial, soit parce qu'il y a le tourisme. Et en effet, il y a du droit, il y a de la loi. Pourquoi ces gens-là auraient à subir les conséquences d'une relation diplomatique tendue entre nos pays? Non, ça n'est pas juste. Et encore une fois, il y a de la confusion, on mélange tout. Et moi, je veux vraiment alerter là-dessus. Je crois que le rôle historique de l'extrême droite dans la période que nous vivons, donc de Mme Le Pen et de M. Zemmour, en tout cas à cette heure, c'est que pendant que les Françaises, les Français auraient des causes communes à défendre, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des salaires, sur la question de l'emploi, sur le changement climatique qui va nous concerner toutes et tous, quoi qu'on dise, pendant qu'il y a ces causes communes, en fait, ces gens-là instillent le poison de la division en faisant croire que non, le vrai problème, ce serait la couleur de peau, la religion ou que sais-je. Et d'ailleurs, observez que sur le plan économique, M. Zemmour et Mme Le Pen sont très macronistes. M. Zemmour propose le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Mme LePen, sur le plateau de TF1 l'autre jour, disait qu'elle ne voulait pas augmenter les salaires. Et à l'instant, M. Zemmour vient de dire sur Valeurs Actuelles... Elle est d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur la retraite à 60 ans. Mais attendez, en attendant, sur la question des salaires qui est quand même fondamentale, vous savez, c'est pas parce que Mme Le Pen dit que le ciel est bleu que je veux dire qu'il est noir. Vous avez dit qu'ils étaient d'accord avec Emmanuel Macron. Ce que je veux dire, c'est que sur l'augmentation des salaires, cette femme dit qu'elle est contre. Donc je dis aux gens, parce que je sais qu'il y en a dans ce pays, les gens qui votent pour Mme Le Pen ou peut-être pour M. Zemmour, il y a des gens qui sont convaincus par leurs absurdités, par ce que raconte M. Zemmour sur Vichy, dans la tradition pétainiste. Mais vous avez aussi des gens qui sont un peu désœuvrés, qui cherchent une issue politique. Je dis à ces gens-là, vous ne trompez pas de colère. Le pouvoir d'achat, après vous allez me dire qu'on n'en a pas parlé. Attention, le prix du gaz, plus 12,6 du tarif réglementaire. Alors moi c'est simple, comment on fait pour réduire la facture des Français? D'abord, on pose bien le diagnostic. On a pris là 10% en juillet, 5% en août, 8% en septembre, 12% en octobre. Ça va sans doute continuer. Oui, jusqu'en avril, sans doute. L'électricité prendra peut-être 10% aussi. Or, on a quand même un contexte d'urgence sociale que je décris rapidement, mais un tiers des Français qui déclarent avoir du mal à payer leur loyer, un Français sur 5 qui déclare devoir sauter un repas pour pouvoir boucler ses fins de mois, et 6 Français sur 10 qui déclarent avoir perdu du pouvoir d'achat sous l'action d'Emmanuel Macron. Donc quand on dit qu'il y a une urgence sociale et que finalement on parle beaucoup trop de tout et pas assez de cela, c'est une première vérité. Donc vous me posez une question précise, comment on fait? Jean-Luc Mélenchon a proposé, le premier, de faire ce qu'on a pu faire par le passé, c'est-à-dire un blocage des prix. On le décide. Il y a eu, à l'époque de la Révolution, une loi qui fixait le maximum sur les prix des produits de première nécessité. Plus récemment, jusque dans les années 80, on pouvait le faire. On soulage les gens par le blocage des prix. Ensuite, pour la pérennité de tout ça, si le prix devait continuer à augmenter, on peut imaginer des mécanismes comme par exemple la TVA à 0% sur des produits de première nécessité, en contrepartie d'une augmentation sur les produits de luxe. Et ensuite, avoir pour objectif, enfin, que dans ce pays,
personne ne vive sous le seuil de pauvreté. Augmenter les salaires, permettre aux gens de vivre plus dignement, c'est bénéfique pour l'économie Routel-Krief parce que les gens vont bien consommer. Le gouvernement a proposé un chèque énergie de 100 €. 6 millions de Français sont concernés. Demain, le Premier ministre doit annoncer de nouvelles mesures pour soutenir le pouvoir d'achat et aider les ménages à traverser cette crise. Est-ce que c'est le moment de se dire peut-être que le nucléaire aussi pourrait nous aider et est utile en France ? Deux choses. Le chèque énergie. Moi, je ne suis pas d'accord, Routel-Krief, pour qu'avec l'argent du contribuable, parce que le chèque énergie, c'est la dépense de l'État, on est d'accord, qu'avec l'argent du contribuable, on aille financer notamment les dividendes versés aux actionnaires dans le privé. Je ne crois pas que le chèque énergie soit une solution. Mais quand on bloque les prix, qu'est-ce qu'on fait ? Mais je crois au blocage des prix. Je crois en effet au fait qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait de la gratuité pour des premières quantités d'énergie. Mais notez quand même que l'une des raisons pour lesquelles... Vous êtes contre le chèque énergie alors ? Mais moi, je considère que ce n'est pas une bonne idée du tout. Je préfère le blocage des prix, en effet, et le fait qu'on donne des moyens, des revenus, qu'on augmente les conditions de vie des Français. Ça, oui, Routel-Krief, depuis qu'on a ouvert les marchés de l'énergie à la concurrence. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que les arguments de ceux qui ont prôné cette ouverture à la concurrence disaient « Vous allez voir, c'est magique, la concurrence, ça fait baisser les prix. » Depuis que c'est ouvert à la concurrence, le tarif du gaz a augmenté de 80%, l'électricité 60%. Pour des raisons géopolitiques aussi globales. Et pour des raisons de marché. Et quand même, est-ce qu'on s'émeut du fait que dans cette période, les trois principaux fournisseurs d'énergie, à eux trois, viennent de verser 9,55 milliards d'euros à leurs actionnaires. Si on avait ne serait-ce que ponctionné 10% de ce montant en Routel-Krief, on aurait pu verser 273 € à chacun des 3,5 millions de ménages 100 qui € sont... pour 6 millions. D'abord, tout le monde voit bien que c'est insuffisant compte tenu des montants qui sont en jeu. Voyez un peu l'accumulation de ces hausses de prix. Imaginez ce que ça pèse pour des ménages qui sont dans une situation de précarité. Et juste un mot quand même sur le nucléaire. Pour une sortie totale avant 2030, c'est dans votre programme. Est-ce qu'on ne va pas se mettre en difficulté sur l'énergie, concrètement ? L'idée, c'est qu'on commence tout de suite. Parce que depuis des années, on dit on va le faire, et en réalité, on n'en sort pas. Oui, mais d'accord, mais donc, si on sort du nucléaire, on a besoin du gaz. Écoutez. Et là, il est très, très élevé, il est très cher. Donc, en fait, on va avoir un problème. Il s'agit de fixer un cap politique et d'assumer, de dire on peut, à terme, se passer du nucléaire, mais il faut le démarrer tout de suite. Parce que vous le savez bien, on ne va pas stopper ça comme on appuie sur un interrupteur. Et il y a des scénarios extrêmement sérieux, je pense au scénario Négawatt, qui montrent qu'on peut s'en passer et atteindre 100% d'énergie renouvelable. 80% des Français y sont favorables sur une enquête d'opinion sur les propositions de Jean-Luc Mélenchon. Donc, et puis c'est un grand défi, c'est aussi beaucoup d'emplois, c'est de la technicité. Routel-Krief, vous préférez qu'on investisse 150 milliards d'euros pour prolonger de 20 ans nos centrales nucléaires sans tenir compte du fait que, par exemple, quand les températures ont été chaudes cet été, on a dû régulièrement fermer des réacteurs, que le prix de l'énergie renouvelable croise désormais le prix du nucléaire si on intègre tous les coûts. Vous préférez 150 milliards d'euros pour mettre des rustines ou vous préférez 150 milliards d'euros qu'on investisse pour dire tranquillement, avec les salariés du nucléaire, on va faire cette transition. Ce sont les candidats qui répondront à cette question. Moi, je vous dis mon avis. J'ai bien compris. Vous avez évoqué la pauvreté, la misère, la difficulté d'un grand nombre de personnes. Vous avez aussi évoqué l'emploi. L'emploi, si on regarde de près, selon la Banque de France, environ 300 000 emplois sont à pourvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation à laquelle on ne s'attendait pas, qui est effectivement problématique parce qu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à embaucher, parce qu'il n'y a pas eu assez de formation et qu'il n'y a pas une adaptation du marché de l'emploi, de l'offre et de la demande. Donc c'est un gros problème. Mais c'est finalement... On peut le voir évidemment comme ce problème d'adaptation, mais on peut le voir aussi comme un chômage qui a baissé après une crise majeure, qui a déstabilisé tous les pays du monde et dans lequel, en France, on arrive avec un taux de croissance qui est assez correct et avec plutôt une pénurie de main-d'œuvre qu'un taux de chômage très élevé. Alors, est-ce que vous dites, finalement, on s'en est pas si mal tiré ? Je voudrais bien participer au concert de trompette qui raconte que la reprise économique, c'est formidable. Juste, Routel-Krief, vous avez assez de notions d'économie pour comprendre que quand on ferme le robinet et qu'ensuite on le réouvre, on a de fait une croissance plus importante que si on était dans une situation normale. Mais c'est un peu plus que ce qu'on avait prévu. Ok, en attendant, pardon de vous dire que sur l'emploi, le gouvernement ne dit pas la vérité. Parce que vous savez, il y a plusieurs catégories aux inscrits à Pôle emploi. Et le gouvernement, dans ses chiffres, utilise souvent une seule catégorie et efface les autres. Moi, je vous le dis très clairement, si vous prenez les catégories A, B et C, pardon de ne pas être réjoui, mais vous avez aujourd'hui 4,4% d'inscrits à Pôle emploi de plus qu'à la même période l'an dernier. D'accord ? Donc ça n'est pas un succès. Ensuite, vous me dites, il y a les emplois non pourvus. C'est d'ailleurs le discours
unique que nous fait le gouvernement en cette rentrée. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, et d'ailleurs, oui, je dis avec vous, Ruth Krief, que dans certains secteurs, il y a des problèmes en effet de formation, d'accompagnement au retour en l'emploi. Si vous voulez bien un instant qu'on prenne juste un peu de temps pour s'émanciper de ça, avoir une vision macroéconomique. Vous me dites 300 000 emplois non pourvus, je vous réponds, Ruth Krief, près de 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Ça fait en gros un emploi non pourvu pour 24 chômeurs disponibles. Par conséquent, même si vous mettiez un coup de pied aux fesses à tous les chômeurs prétendument volontaires, on oublie souvent que le chômage est une souffrance d'abord, eh bien vous auriez encore une masse considérable de chômage. Le vrai problème de l'emploi en France, Ruth Krief, c'est que les contrats sont extrêmement précaires, que 90% des contrats signés à l'heure où on se parle sont des contrats courts, parfois des contrats de moins d'un jour. Justement, la loi assurance chômage, qui va être sans doute adoptée très vite, là, elle doit être abolie, elle doit être refusée. Alors, dans l'esprit du gouvernement, elle doit mettre fin à ces contrats courts. Non. Elle doit aider les chômeurs à retrouver du travail. Elle doit arrêter un certain nombre de prestations, donc c'est pas facile, évidemment. Mais en même temps, étant donné qu'il y a un gisement d'emploi, encourager, aider et former des chômeurs à retrouver un emploi. Ruth Krief, il n'y a jamais eu de corrélation entre le niveau d'indemnisation du chômage et le niveau de l'emploi. L'emploi dépend d'abord et avant tout des carnets de commandes, de la pérennité des emplois qui sont créés. Ce que je veux vous dire, Ruth Krief, c'est que cette réforme de l'assurance chômage, elle ne lutte pas contre le chômage, elle lutte contre les chômeurs. Ce qui va se passer très concrètement au 1er octobre, c'est que vous avez plus d'1 million de personnes qui vont voir leurs indemnités fondre. Et je rappelle qu'un chômeur sur deux, quand on se parle là, ne sont pas indemnisés. En réalité, le gouvernement va rendre la vie plus difficile à tout un tas de gens, et y compris, on va avoir le croisement entre les indemnités du chômage qui vont baisser, l'accès à l'indemnité, parce qu'il faut rappeler que c'est indemniser le chômage, c'est pas la charité. Vous cotisez pour un risque, en quelque sorte. Eh bien, vous allez croiser ça avec la hausse du prix du gaz. Vous imaginez le désastre pour les gens et pour les ménages? C'est terrible. Non, pour l'emploi, il y a des solutions qui fonctionnent et que nous proposons. Créer des emplois, ça veut dire par exemple par la planification écologique, investir dans des emplois nouveaux. Qui dit des emplois nouveaux, nouvelles formations. Attendez, ça permet de créer des emplois. Il y a une chose à faire aussi, c'est le partage du temps de travail. La dernière fois qu'on a créé, n'en déplaise à certains, beaucoup d'emplois nets dans ce pays, c'est quand on a diminué le temps de travail. La productivité ces 20 dernières années, elle a beaucoup progressé. Et les salariés n'en ont pas vu la couleur, ni par la hausse des salaires, ni par la baisse du temps de travail. Donc partagez le temps de travail. Travaillez moins pour travailler mieux, travaillez toutes et tous. Voilà un objectif. Ensuite, la planification écologique. Et d'un mot, je le dis, avec Jean-Luc Mélenchon, nous voulons avoir pour cap le plein emploi. Si tout ce que nous proposons déjà là n'est pas suffisant, nous proposons d'instaurer un mécanisme de garantie d'emploi. De quoi s'agit-il? Il s'agirait de faire en sorte que tout chômeur de longue durée volontaire, j'insiste sur la notion de volontariat, dont le marché finalement ne propose pas un emploi convenable, pourrait se voir en dernier ressort proposer par l'État un emploi qui corresponde à ses qualifications et à des tâches que nous avons à accomplir et que le marché n'accomplit pas. C'est les emplois aidés ou les emplois... C'est même plus que ça. Vous savez, c'est augmenter le nombre de fonctionnaires et le nombre de... Pas forcément des fonctionnaires, mais un économiste que vous connaissez bien, Keynes, qui n'est pas le plus révolutionnaire de tous, disait une chose assez simple. Le droit à l'emploi est dans la Constitution. Normalement, chez nous en France, il y a un droit à l'emploi. C'est un droit. Lui disait cette chose, Keynes, il disait, il y a des femmes et des hommes qui sont disponibles pour accomplir des tâches, qui en ont envie, et il y a des tâches à accomplir que le marché ne prend pas en charge parce que ce n'est pas rentable. Pensez au métier du soin, du lien, à la planification écologique. Pour nous, le cap, c'est le plein emploi. Je le dis d'ailleurs plutôt plus que certaines propositions. Mieux qu'aujourd'hui, alors qu'on cherche à le faire. Tout le monde cherche à essayer d'avoir des formations. Ça n'est pas vrai, Ruth Krief. Vous savez, le chômage, Ruth Krief, le chômage, il est utilisé aussi pour faire pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. Si vous en avez une centaine qui font la queue à la porte, je vous prie de croire que ceux qui sont à l'intérieur revoient à la baisse leurs revendications. Ça a toujours existé. Donc, lutter contre le chômage, ça passe d'abord par la création d'activités et d'emplois. Et si vous êtes convaincus par tout ça, je me permets cette page de pub, on ne perd pas de temps. Mélenchon2022.fr pour gagner. Merci beaucoup Adrien Quatennens, bravo, c'est bien organisé. Vous finissez par la conclusion.